Bienvenue dans l'émission Face à Face. Aujourd'hui, un face-à-face culturel avec Adrien Guigax. Bienvenue. Merci. Lausannois, 28 ans, vous publiez un premier roman aux éditions Cherche Midi. Aux noces de nos petites vertus, tel est le titre. Mhm. Vous vous présentez comme un auteur à 28 ans seulement. Est-ce que c'est un uniforme dans lequel on se glisse facilement ? Oui, je le vis assez bien, c'est pas un problème. Père fromager, devenu ingénieur, mère institutrice, vous avez grandi à Mont-la-Ville. Mhm. Vous êtes un enfant du pays de Vaud, donc. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que vous étiez enfant déjà, un enfant proche des lettres ? Non, alors pas du tout. J'ai pas cette habitude de dire que, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé la littérature. C'est pas quelque chose qui me correspond, non. J'ai découvert ça récemment. Vous commencez, dites-vous, à écrire lors de voyages ? Oui, exactement. J'ai commencé à écrire après un voyage aux États-Unis, où j'ai découvert un peu ce monde qui fait rêver, et puis tous les excès qui vont avec. Et puis pour essayer de raconter ça, je me suis mis à écrire. Vous dites justement que vous écrivez 2-3 substances aidant. On peut dire à quelque part que vous avez commencé par expérimenter l'écriture automatique ? Alors automatique non, mais l'écriture avec une béquille, ouais, en tout cas. Donc c'est-à-dire qu'au début, c'est souvent dans des états un peu limites, où on est un peu altéré par quelques substances, quelques voyages, que on, on- on se met à écrire. Ce que j'avais produit, j'avais eu du plaisir en écrivant, mais la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc je me suis mis à écrire un peu plus sérieusement, en faisant l'effort d'avoir vraiment une narration, une histoire, de construire quelque chose, et puis pour essayer d'avoir un roman de qualité. Est-ce que c'est difficile d'écrire sur un thème aussi intimiste pour un premier roman ? Alors écoutez, moi je ne saurais pas dire si c'est facile ou difficile, c'est venu comme ça. C'est-à-dire que je voulais traiter de la sensualité, en tout cas des corps, de la matière, raconter les couleurs, les ambiances, la lumière. Et puis c'est sorti un peu comme ça, donc ça n'a pas été difficile. Je pense que c'est plus difficile la suite, quand on essaye de... On est plus conscient de ce qu'on est en train de faire, parce que là j'en ai écrit un deuxième. C'est plus difficile maintenant, c'était assez facile, assez naturel. Comment on choisit finalement un sujet de narration ? Alors ça, moi j'ai un processus qui est assez simple, c'est que j'ai d'abord une idée, un élan un peu poétique que j'ai envie de raconter, et puis là autour, après, j'essaye de construire une histoire. Donc j'ai pas l'histoire dans la tête, c'est d'abord la forme, le style, une tache de couleur que j'ai envie de décrire, et puis après je me force un peu à faire une histoire avec ça. Nous sommes en Suisse romande, avec le public roman. Est-ce que vous avez pensé à la réception de votre livre ? Est-ce que vous craignez que certains vont le trouver quelque peu audacieux ? Alors, quand on l'écrit, pas du tout, parce qu'on l'écrit d'abord pour soi, pour s'essayer, pour se Pour prendre soi pour d'abord. Baudelaire, voilà. Mhm. Et Pour puis ce, vous après, dites, pour se prendre pour se prendre pour Baudelaire, et puis il y a quelque chose de vaniteux aussi dans le fait de se mettre à écrire. Mhm. Mais après, c'est clair que quand on publie le roman, en plus c'est à Paris, donc on sait que ça va partir un peu dans toute la francophonie. Là, il y a une petite crainte qui peut naître. Se mettons d'ailleurs, par rapport à cette crainte, se mettons des limites. On se dit non, ça, je ne vais pas dire, ça va peut-être être mal interprété, ou plutôt le choix de vocabulaire. Alors, pas dans mon cas. J'ai essayé de le laisser tel quel. Il y a très peu de corrections qui ont été faites sur la version finale. Et puis, il y a une naïveté aussi, parce qu'on ne se rend pas compte. On se dit qu'on va peut-être être lu par 40 personnes, donc on ne se rend pas compte non plus de la réception. Et puis, c'est après, dans la promotion, qu'on va dans les médias ou qu'on rencontre des gens qui nous font des retours, des fois un peu surprenants. On se dit, tiens, j'ai été audacieux sans le savoir. Par rapport à cette réception, vous avez des retours déjà ? Alors, les retours sont positifs en termes de critique. En tout cas, n'importe quelle personne qui lit mon livre, comme vous m'avez fait l'honneur de le lire, pour moi, c'est positif parce que c'est quelqu'un qui a mis de l'énergie, qui a découvert mon univers. Vous vous dites mauvais lecteur et procrastinateur. Deux traits qui doivent un peu compliquer votre travail, non ? Oui, alors la procrastination est un problème, ça c'est sûr. Et puis, mauvais lecteur, c'est aussi un problème, pour la simple et bonne raison Qu'est-ce que c'est un mauvais lecteur ? Un mauvais lecteur, c'est quelqu'un qui prend un livre, qui lit 20 pages, Ah. qui passe à autre chose, qui reprend le livre 2 mois après, qui a de la peine à... Je peux pas vous réciter Zola ou autre. J'ai quelques obsessions littéraires que je relis constamment.
mais j'ai pas une énorme culture littéraire sur les classiques ou autres. Je m'intéresse peu à mes contemporains. Je suis un Vous faites mauvais du lecteur. cherry picking littéraire. Exact, exact. Mais c'est la meilleure façon pour découvrir des univers, Oui, non, non? bah, c'est la seule que je connais en tout cas. Et vous avez un lieu qui est le vôtre pour écrire. On a besoin de son environnement. Oui, alors moi j'écris chez moi sur mon balcon. Ça me va- Après, évidemment, des fois je dois écrire dans le train ou mon deuxième roman, je l'ai écrit lors d'un voyage autour du monde que je viens de terminer. Donc je suis parti avec mon ami pendant 9 mois. Et puis j'ai dû l'écrire dans des petits hôtels, dans des bus. Donc c'est un peu plus compliqué. J'aime mieux mon chez moi pour écrire. C'est vrai. Mais en même temps, peut-être que c'est une façon de mélanger encore plus. On le verra peut-être un petit peu plus loin, mais votre vécu au style. Oui, tout à fait. Les deux sont interdépendants. Donc l'endroit où on se trouve, l'état d'esprit dans lequel on est, a une grande influence sur ce qu'on écrit. Donc le deuxième roman est très différent. Flaubert avait son gueuloir. Certains écrivains ont une très grande facilité d'écriture. D'autres doivent passer par énormément de ratures avant d'avoir un texte peaufiné. Qu'en est-il pour vous? Alors moi j'ai de nombreuses corrections. C'est vrai que j'écris un peu ce qui vient par petits passages et puis après il y a vraiment le travail plus pénible de mettre de la cohérence là-dedans, de faire une histoire cohérente. Et là il y a beaucoup de ratures, de réécriture, d'hésitation. J'efface aussi beaucoup de ce que j'ai écrit quand je me relis. Votre roman, et je lu dans les critiques, est moins porté sur l'action que sur le style. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Oui, alors je me reconnais là-dedans. C'est-à-dire il y a un peu deux écoles. Il y a l'école française qui est plus sur la forme stylistique. Des fois, ça va même trop loin là-dedans. Puis l'école américaine qui est plus la narration, l'histoire. Et moi, mes influences, pour le peu que j'en ai, sont très françaises. Et je trouve que j'aime bien un bouquin dont on peut lire 10 pages et puis ça nous suffit pour la journée. J'aime pas ceux qu'on a besoin de lire jusqu'à la fin pour connaître le dénouement final. C'est pas mon truc. Vous vous décrivez comme un contemplatif. Votre écriture l'est-elle également d'une certaine façon? Donc, dans le livre, il y a certes le voyage, mais il y a toute une expérience sensorielle et son vécu qui prime. Oui, alors la contemplation, c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi. Et je suis pas forcément conscient de ce que je fais quand j'écris, donc je subis un peu ma manière d'être au monde. Donc c'est vrai que j'ai une écriture assez contemplative, qu'on m'a reproché d'ailleurs, de dire mais il se passe des fois pas grand-chose. On décrit beaucoup d'ambiance, beaucoup d'univers. Il y a des gens qui adorent, puis il y en a, c'est vrai, qui tournent les pages un peu plus vite. Mais pour vous, c'est quoi les bons ingrédients d'une narration entre ce que l'action et le style exigent? Qui de l'un doit l'emporter sur l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui doit primer sur l'autre? Et avant que vous ne répondiez, j'avais une petite photo pour vous, une petite image de Mix et Remix, une petite caricature qui peut-être vous fera sourire ou vous fera réagir. Les ingrédients pour une bonne narration, est-ce qu'il y en a? Alors j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'il y ait du style en ce qui me concerne, hein. Il faut qu'il y ait du style, donc c'est pas forcément le fait d'avoir rien à dire. Je suis peut-être trop jeune pour comprendre ce concept aussi de la page blanche, d'avoir rien à dire. Je pense que on peut commencer une phrase, il y a forcément quelque chose qui vient, ça veut pas dire que c'est bon. On a toujours quelque chose à dire, après c'est de savoir hiérarchiser ce qu'on dit pour savoir ce qui mérite d'être imprimé sur le papier. Donc je comprends cette caricature, mais je pense qu'elle s'applique de manière un peu moqueuse aux écrivains. C'est légitime, mais on peut faire sans, on peut écrire même si on a l'impression d'être vide, quoi. Il y a toujours quelque chose à faire. Vous avez une plume qui peut se faire un peu brute et qui va parler aux jeunes adultes, quand elle nous livre sans embâge les pensées du narrateur sur les relations amoureuses, sur la sensualité aussi, et qui peut se faire aussi très métaphorique et très imagé. Alors mes inspirations littéraires, si on veut bien, malgré le fait que je sois mauvais lecteur, il y a Baudelaire, les paradis artificiels particulièrement. Et ces synesthésies, cette façon de... Mhm. Peut-être, est-ce que c'est de ça dont vous vous inspirez chez Baudelaire en particulier? Chez Baudelaire, oui. Ce royaume Il y a- des correspondants, justement, de faire en sorte de Exactement, faire émerger les différents sens il y a ça dans l'écriture. qui vient de Baudelaire et de manière générale des écrivains de cette époque, de tout ce qui a donné une forme de poésie qui culmine un peu pour moi à la fin du 19e.
Et puis après, plus récent, il y a un peu quand même Céline. Il y a Paul Valéry, alors qui n'est pas tout à fait dans le même exercice Oui, tout à fait. littéraire, mais Mhm. voilà, c'est quand même une influence assez importante. Et puis plus récemment, pour pas passer Des contemporains? pour un réac, je dirais que il y Non, a, c'était pas le cas. il y a Christian Bobin, par exemple, pour certains bouquins qui sont particulièrement poétiques pour moi. La littérature romande? Alors, littérature romande, j'ai eu la chance de découvrir un peu récemment mes contemporains comme John Monard, par exemple, Mhm. qui, Mhm. avec lequel ben voilà, on essaie de se lancer dans la littérature sans se concerter, mais voilà, on est un peu au même stade tous les deux. Et puis sinon, Jean-Louis Cuffer aussi, qui j'ai eu la Jean-Luc grande Cuffer. chance de rencontrer, et puis du coup de découvrir ses livres, son travail, et puis tout son génie, quoi. Y a-t-il des éléments biographiques dans les personnages que vous mettez en scène? Oui, alors le bouquin, il est inspiré d'un voyage en Macédoine. Donc forcément, il y a une partie de réalisme. Après, j'ai mélangé des personnes entre elles, j'en ai enlevé certaines, mais à la fin, il y a des remerciements avec des prénoms qui sont cités. Ces personnes-là ont inspiré les personnages. Ouais. Ce qui m'a frappé particulièrement dans le personnage de Gaïa, hein, donc, qui est la figure féminine du roman, qui est quand même un pivot de l'histoire, c'est qu'elle nous est livrée à travers le regard du narrateur et à travers le prisme de ses états d'âme à lui. Mais finalement, on a très peu d'informations sur elle. Elle a la chevelure brune, la nuque fine, mais elle reste assez mystérieuse. C'était une volonté de votre part? Oui, c'est une volonté, c'est pour ça qu'elle s'appelle Gaïa d'ailleurs. Mhm. C'était qu'elle soit uniquement matière. Donc le Qu'elle but soit c'est une qu'elle soit matière. matière, qu'elle soit terreuse en quelque sorte, qu'elle soit pas forcément, qu'elle soit juste incarnée, mais qu'il n'y ait pas forcément d'informations sur sa manière de réfléchir, sur ses opinions, que ce soit ouais, juste la matière. Oui, d'ailleurs, vous écrivez, il y a tout dans un prénom, c'est un destin, un alphabet. Mhm. C'est beau. Pour votre héroïne, vous choisissez un nom faisant référence à la mythologie grecque. Mhm. Oui, il y avait aussi cette intention de mettre de la mythologie grecque dans le roman, en une ligne de force comme ça qui porte un peu l'histoire et puis la narration, justement. Donc c'est une intention aussi de choisir les prénoms de manière attentive. Mhm. La relation de Gaïa au narrateur est presque duale. Hein, le lecteur oscille entre les deux facettes de cette figure féminine. D'un côté, on a Gaïa, on peut dire, presque figure maternelle, qui pense les blessures du passé. Et de l'autre côté, on a Gaïa, figure charnelle, tentatrice, danger. Et par ailleurs, un peu figure de l'échec du narrateur pour lui résister. Et le narrateur, on le voit, a de la peine à réconcilier ces deux figures. N'avez-vous pas peur, justement, qu'on lui reproche à ce narrateur d'être assez binaire? Oui, alors il est très binaire. D'ailleurs, la plupart de l'histoire se veut relativement binaire. Il y a pas mal de références à ça, toute montée, à sa descente. Il joue aux échecs. Il y a les noirs, les blancs, il y a les deux rives de la ville d'Istanbul, donc asiatique et européenne. Donc c'est volontaire aussi qu'elle soit binaire. L'objectif était d'avoir ce jeu avec des personnages binaires, mais dans un monde tridimensionnel, puisqu'il y a deux hommes et une femme. Dans votre livre, on boit beaucoup. Mhm. Il y a le thème de la fête qui est également très présent, mais la fête est très peu synonyme de joie, plutôt synonyme parfois même d'absurdité existentielle. Ce petit goût justement de la dystopie, ce petit goût un peu d'un univers assez sombre, ça vient du narrateur ou c'est aussi un peu votre univers? Alors, c'est un peu mon univers dans le sens où et ça vient peut-être justement de mon attrait pour la poésie et la mélancolie, donc Très mélancolique, Baudelaire, ouais. et puis quelque chose d'assez tragique, d'assez nietzschéen aussi. Donc, il y a ce côté dionysiaque dans la fête, dans la danse, dans une forme de débauche, avec l'alcool, avec toute cette énergie qui est déployée. Et puis, c'est vrai que ça correspond à ce que j'aime aussi dans la vie en général. Là, il y a un lien. Ouais. Et une dernière citation pour la fin. Il faut beaucoup s'aimer soi-même pour pardonner aux autres de ne pas nous aimer assez. Vous nous expliquez un peu? Ouh là là. Alors ça, si je me trompe pas, c'est un personnage enfin, c'est le narrateur qui le dit à propos d'un personnage. Mhm.
C'est vrai que c'est aussi la quête de l'attention des autres, ce livre. Et puis il y a certaines personnes qui arrivent à s'en passer parce qu'ils ont assez d'attention pour eux-mêmes. Donc c'était une manière aussi de parler de ces gens-là. Adrien Guigax, merci beaucoup. Un premier roman, Aux noces de nos petites vertus, publié aux éditions Cherche Midi. Merci à vous.